L'Armoyer raconte, ça pourrait s'appeler L'Armoyer raconte. Bonsoir Sophie Larmoyer. Bonsoir Christophe. Vous aussi vous racontez des histoires, deux histoires venues du reste du monde, et par exemple la Pologne maintenant, où les jeunes médecins mènent une fronde, une vraie fronde contre le gouvernement. Oui, une vingtaine d'entre eux est en grève de la faim depuis le 2 octobre. Alors ils se sont installés dans un hôpital pédiatrique de Varsovie et 30 autres médecins aujourd'hui ont annoncé les rejoindre dans leur jeûne. Samedi, des manifestations de jeunes internes ont eu lieu dans plusieurs villes. Alors, que réclament-ils ? Tout simplement plus de moyens pour travailler, l'augmentation sensible des dépenses de santé. Alors, leurs demandes sont chiffrées à 3 ans puis à 10 ans, ça c'est le premier point. L'augmentation de leur salaire. Aujourd'hui, après 6 ans d'études, un jeune médecin gagne l'équivalent de 530 €. C'est un peu plus que le salaire minimum qui est à 450 €, mais enfin ça reste très bas. Et puis, troisième point, ils demandent quand les files d'attente deviendront-elles plus courtes pour une visite médicale ou une opération. En fait, c'est tout le système de santé polonais qui prend l'eau. Ouais. Et ça fait très longtemps que ça dure. Tous les gouvernements successifs, quasi depuis la chute du communisme il y a 28 ans, ont promis des réformes, mais sans que les moyens ne suivent. Conséquence, la situation s'aggrave puisque les personnels de santé, vous le disiez tout à l'heure, vont exercer ailleurs. En Allemagne, un médecin polonais sera payé 2200 €. Donc le calcul est vite fait, même pour ceux qui voudraient rester, plaident aujourd'hui ces jeunes internes. Donc la Pologne manque de personnel, ce qui accentue un autre fléau, le développement des cadeaux, des dessous de table, bref, de la corruption pour se retrouver en haut de la liste d'attente. On donne quelque chose aux médecins, c'est un cercle vicieux. Donc c'est un problème qui est à l'échelle de l'Europe. Absolument. En France, par exemple, il y a 4000 médecins roumains, c'est plus 700% en 10 ans. Et ça crée évidemment des déserts médicaux en Roumanie, où 10% de la population ne se soigne pas selon des études. Un jeune médecin en Estonie gagne 600 € par mois. Il fait 200 km vers le nord, il traverse juste le golfe de Finlande, hop, il gagne 2 à 3000 €. Et il ne voit plus 30 patients par jour, mais 15. Le journal Politico publie une carte d'Europe très éloquente qui indique les dépenses de santé par pays et les mouvements de personnel médicaux. Eh bien, c'est bizarre, les infirmières et les médecins vont là où on dépense beaucoup pour la santé. C'est une des vertus de ce rendez-vous qu'est le journal du Monde. On se regarde, on se désole, on se compare. On se console. Deuxième histoire, c'est celle d'une repentie. Son témoignage est rare et c'est le gros succès de librairie de cette rentrée en Allemagne. Bonsoir à vous, Hélène Kohl. Bonsoir. Elle s'appelle Heidi. Elle est allemande, elle a 24 ans et elle vient de quitter les milieux néo-nazis dans lesquels elle avait grandi. Oui, tournant le dos à toute sa famille, à ses amis, Heidi Beneckenstein repart à zéro et son parcours est absolument édifiant. Petite fille, elle faisait des croix gammées en pâte à sel et elle ose en parler à visage découvert sous son propre nom. Ça, c'est nouveau, car dans le monde très fermé des cellules d'extrême droite, il n'y a rien de pire que la traîtrise. Et donc les néo-nazis repentis comme elle, ils sont 700 à 800 dans tout le pays, eh bien ils sont traqués, beaucoup vivent sous protection policière. Heidi, elle, refuse de céder à cette pression. Fini les tresses blondes, elle a maintenant un piercing dans le nez et elle parle. Son récit est absolument effarant parce qu'il y a quelques années encore, elle était l'égérie des crânes rasés, avec à son actif des délits et même des violences contre les personnes. Alors, on parle là de l'extrême droite allemande, dans ce qu'elle a de plus radical. On ne parle pas du parti AfD qui a en partie gagné des élections du week-end dernier. Non, alors il s'agit vraiment des groupuscules néo-nazis qui cultivent la nostalgie du Troisième Reich et qui se préparent pour le jour où ils prendront le pouvoir, pense-t-il. Heidi Beneckenstein raconte comment son père la faisait se laver à l'eau froide pour endurcir la race allemande, pensait-il. L'été, dès ses 8 ans, il l'envoyait dans des colos révisionnistes avec exercices de combat et des jours entiers sans manger pour ses futurs soldats du Reich. Leçons de calligraphie aussi, par exemple, pour maîtriser l'écriture gothique. Ça allait donc très très loin. C'est pas interdit en Allemagne, ça ? Alors oui, et tout ça se fait dans la clandestinité encore, comme dans une sorte de secte. Et puis un jour, Heidi, elle a ouvert les yeux sur les contradictions de cette idéologie. D'un côté, la prétendue pureté de la race allemande, puis de l'autre, les beuveries de ses copains skinheads. Alors Heidi a réussi à s'en sortir grâce à une association qui accompagne les repentis. En fait, les structures d'aide, elles existent, mais beaucoup de néo-nazis ont peur de quitter les camaraderies. Et donc c'est pour ça qu'elle a écrit son livre, pour leur donner son courage, même si le prix est lourd à payer. Quand elle s'est mariée il y a quelques mois, il n'y avait que 4 invités,
une noce, c'était trop dangereux. Merci à vous, Hélène Coll, en direct de Berlin. 2 infos en bref. D'abord, le pape François en Superman, Sophie. Vous vous souvenez peut-être, début 2014, un street artiste, Paolo Pallotta, avait peint un pape François volant sur un mur de Rome, son poing tendu en avant, soutane blanche flottant derrière lui. Ça n'avait pas plu à tout le monde à l'époque, surtout au Vatican, mais ça avait marqué les touristes et les Romains. Eh bien, Super Pape se retrouve aujourd'hui sur des t-shirts dont les bénéfices serviront aux œuvres caritatives du Vatican. Il semblerait que le pape François ait donné sa bénédiction au projet. Ça l'a plus fait rire que les catholiques, ça c'est formidable. Les ours de Sakhaline, c'est dans l'extrême-orient russe, sèment la terreur. Oui, ils ont tué un chasseur et un pêcheur le mois dernier, ce qui est exceptionnel selon les témoignages sur place. Eh bien, ils ont tout simplement extrêmement faim, ces ours. Ils n'auraient plus assez de poissons à cause de la surpêche du saumon dans la région. Ils s'attaquent donc au bétail, aux potagers dans les villages et parfois aux hommes. Selon les autorités, 83 ours ont dû être tués sur cette immense île depuis janvier. C'est 3 fois plus que l'année précédente. Morale de cette histoire, si vous ne voulez pas être bouffé par un ours, ne mangez plus de saumon. Ah oui, Merci Sophie Larmoyer.